D'abord, bonjour à vous. Je vais faire comme d'habitude aujourd'hui dans ma vidéo, c'est-à-dire vous partager ma réflexion sans prétention avec l'intention qu'elle vous éclaire dans votre propre réflexion. Je nous vois comme si on était en train de marcher ensemble vers une direction qui est une belle liberté, une belle société qui se rassemble, puis qui honore la vie, puis qui fête, qui est heureuse de vivre dans l'harmonie, dans la paix. Alors, j'ai l'impression qu'on traverse quelque chose en ce moment, une transition, qui fait qu'on peut s'entraider aussi à travers nos propres nos connaissances, nos compétences, que ce soit ce que vous faites avec les gens qui vous entourent ou moi, ce que je fais en ce moment. Donc, je vais aborder différents thèmes qui ont attiré mon attention cette semaine, puis j'ai envie de commencer en vous parlant de la science. On entend tellement parler de la science ces temps-ci dans les médias traditionnels, qu'on n'en voyait pas ça avant. Puis par les gouvernements, quand ils disent c'est la science qui fait qu'on décide de telle et telle chose. Je ne sais pas, c'est quoi votre opinion sur la science? Pas l'image que vous avez de ça. Et je vais vous en parler pour commencer, ça, mais je vais vous parler de bien d'autres choses là, après. À titre d'une personne qui en a fait, on peut dire pendant 25 ans, parce que comme prof à l'université, une partie de notre job, c'est de faire de la recherche, donc de diriger des travaux doctoraux, là, dans mon cas. Alors, je sais de quoi je parle, on va dire ça comme ça, mais pour vous dire qu'essentiellement, la science, c'est pas ce qu'on pense. C'est-à-dire que en général, on pense que c'est quelque chose de très objectif. C'est quasiment comme si la science égale la réalité. Mais non, c'est pas comme ça. Il faut savoir que la science, c'est toujours d'abord une simplification de la réalité à travers les théories qui sont proposées. Et je dis bien proposées, hein. C'est une approximation aussi de la réalité parce que les instruments qu'on utilise ne sont pas parfaits. Alors, je vous donne un exemple bien concret que j'ai utilisé dans un de mes livres qui s'appelle « Malade et heureux, point d'interrogation », où il y a des chercheurs qui ont rapporté que ce qu'on appelle le cancer, qui est un drame quand on apprend qu'on est atteint d'un cancer, ben c'est possiblement des cellules, qu'on pourrait dire des vilaines cellules qui attaquent le corps. Mais ces gens-là supposent qu'on a tous un cancer latent, c'est-à-dire qu'on a tous à l'intérieur de nous des cellules qui peuvent se retourner contre nous. Puis habituellement, notre système immunitaire fait bien la job quand on est en santé. Quand on est bien reposé, ben il n'y a pas de problème. Mais il arrive des moments où ça ne va pas bien. Puis si à ce moment-là, on consulte à l'hôpital, puis que par malchance, il y a un diagnostic qui est pris, puis qui révèle le cancer, c'est parce que, selon eux, il y a assez de ces cellules vilaines qui apparaissent et qui font en sorte que l'instrument qu'on utilise, qui est imprécis, ben, il peut le voir. Il peut les voir. Mais si on venait à un autre moment, alors que notre système immunitaire fait bien la job, puis qu'on a réussi à avoir le dessus sur ces cellules-là, ben, l'instrument qui n'est pas parfait n'arriverait pas à le voir. Alors, voyez comment cette idée d'approximation peut intervenir dans ce qu'on considère être la science et qui n'est pas nécessairement de l'absolu. Il y a aussi que les gens qui font la science, c'est des gens qui ont une perception subjective de la réalité. On va aussi utiliser des chiffres, des statistiques dont on peut dire à peu près n'importe quoi. Par exemple, quand on arrive à un résultat de 30% d'une population qui a telle maladie, par exemple, il y a des gens
qui vont dire, ouais, c'est grave. Comme il y en a d'autres qui, avec ce 30%, vont dire, ben non, c'est pas si grave. Dans mon domaine, oui, il y avait quelque chose qui m'avait frappé, puis ça vous intéresse peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas si vous connaissez Freud, Sigmund Freud, qui a développé la psychanalyse et qui est à l'origine de la psychothérapie. Eh bien, j'avais appris en lisant un livre qui s'appelle Les patients de Freud, puis je vous ai mis en référence aussi The Making of an Illusion, cette illusion de la science, on pourrait dire, mais cette illusion de Freud, c'est de lui qu'on parlait. Pourquoi? C'est parce qu'on découvre qu'il a falsifié les cas qu'il a utilisés pour monter ses théories. Théories qui ont influencé beaucoup la psychologie. Il a tronqué, il a menti sur ces cas. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient ces cas, ben, ils ont dit, ben non, c'est pas moi ça. Ben non, c'est pas vrai ce qu'il a dit. Mais on n'a pas entendu ces gens-là. On a basé toute la psychanalyse sur ces cas mensongers. C'est juste des exemples, puis j'arrive à un autre exemple qui est tiré d'un entretien entre Jérémie Mercier et Urmi Ré, qui est une mathématicienne et qui parle de la variole et de ce qu'elle a appelé la variolisation. Je pense que ça ne vient pas d'elle, mais d'un terme qu'on utilisait pour parler de la vaccination contre la variole à l'époque. Et c'est quelqu'un de très brillant, cette dame, très originale aussi. Puis elle nous fait réaliser que la science est basée sur des hypothèses qui sont des idées qu'on lance, qu'on propose, qui deviennent des postulats. Un postulat, c'est quelque chose qu'on ne remet pas en question, c'est considéré comme une vérité, là. Jusqu'à temps qu'il y ait une autre découverte qu'on fasse et qui remettent en question nos postulats. Alors, vous voyez, c'est vraiment temporel, la science, c'est qu'on affirme des choses dans l'absolu à un moment de l'historique de la science, puis plus tard, quand on découvre autre chose, on peut les remettre en question, ce qu'on a affirmé dans le passé. Mais donc, si je reviens à la variole qui nous intéresse ces temps-ci, là. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est comme vous, mais s'il y a encore des gens qui s'inquiètent parce que les journaux parlent de la variole, puis les gouvernements, je me dis, bon, il y a vraiment eu un état d'hypnose instauré et qui est maintenu parce qu'on continue de parler de maladie, mais j'espère, puis je crois qu'il y a bien des gens qui prennent ça plus à la légère. Je parlais avec ma coiffeuse ces jours-ci, puis je lui demandais, coudonc, est-ce que les gens en Suède croient à la variole? Est-ce qu'ils s'inquiètent de tout ça? Puis elle disait, non, tous mes clients, ils n'embarquent pas là-dedans. J'ai posé aussi la question, est-ce que les Suédois veulent faire partie de l'OTAN? Puis elle me disait que non. Elle dit, c'est pas la volonté de mes clients, en tout cas. Puis on a discuté un peu sur la situation de la démocratie en Suède. Puis bien que c'est un pays qui, à mon avis, est beaucoup plus consensuel, consulte beaucoup plus la population. Dans ce cas-ci, dans les dernières décisions qui sont prises en lien avec la guerre en Ukraine, là, il n'y a pas eu cette consultation. Bon. Et je reviens à la variole. Ce qui était raconté dans l'entretien, c'est que la vaccination a commencé avec la variole. Avec l'idée, qui est une hypothèse, que lorsqu'on a une maladie, comme ce virus, on l'attrape juste une fois dans notre vie. Et basé sur cette idée, on s'est dit, si on injecte une petite partie de la maladie chez une personne, par exemple, elle ne l'attrapera pas au courant de sa vie. Mais ce qu'on a omis de dire dans toutes ces recherches qui ont porté sur la vaccination et toute cette promotion de la vaccination, c'est que même à l'époque de la variole, la variolisation créait aussi une mortalité, un taux de mortalité et des effets graves. Alors, pour éradiquer une maladie, on en crée d'autres. Ça nous amène, encore une fois, en ce qui concerne ce thème-là, à nous poser des questions. Puis aussi à douter des intérêts des compagnies pharmaceutiques quand il y a certaines informations qui ne sont pas transmises au public.
Il y a ce qu'on appelle les maladies iatrogènes. Ça ne vient pas de l'entretien, mais j'ajoute ça. Qu'est-ce que c'est? C'est les maladies qui sont reliées à des traitements médicaux. Et je vous ai mis un certain nombre d'articles à ce sujet-là qui vont vous permettre de découvrir que les maladies iatrogènes sont la 5e cause de mortalité et passent avant les accidents, je crois, de voiture. Ça aussi, c'est important. Quand on réfléchit à la science médicale, puis qu'on prend pour acquis que c'est la vérité. Non, c'est une approximation de la vérité, c'est la réalité plutôt, là. Et les médicaments ou les traitements pharmaceutiques ne couvrent pas l'ensemble de la réalité en ce qui concerne notre santé, par exemple. Et bon, dans l'entretien avec Jérémy Mercier et Urmieré, une des hypothèses qui était relative à pourquoi les gens meurent suite à la variolisation, c'était des conditions d'hygiène de l'époque. Donc, avec les instruments qui étaient utilisés, ce n'étaient pas des conditions qui étaient nécessairement très sécures, mettons. Et en ce moment, la médecine a beaucoup évolué par rapport à ça. Mais est-ce qu'on peut penser que les conditions, non pas hygiéniques, mais de vie des gens, peuvent être attachées à la mortalité puis aux effets secondaires lorsqu'on présente des traitements comme le confinement, comme la distanciation sociale ou le port du masque? Un paquet de questions. Je réalisais que ces reportages, ces entretiens que je regarde m'amènent aussi à des questions plutôt qu'à des réponses toutes faites. Puis de toute façon, tant mieux parce que ça m'oblige, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais ça m'oblige à me demander moi-même qu'est-ce que j'en pense. C'est quoi mes intuitions, c'est quoi ma logique, mon bon sens, mon expérience, mes connaissances qui m'amèneraient à prendre des décisions pour moi ou à donner mon avis sur des choses. Dans un domaine complètement différent, je vous parle d'une entrevue entre Richard Gage, qui est un avocat qui s'est intéressé au 9 septembre, qui interviewe Charlie Robinson, qui a écrit un livre intitulé « Démolition contrôlée de l'Empire américain ». C'est dans le domaine de la politique cette fois-ci. Alors, c'est quoi ça, la démolition contrôlée? C'est de dire que ce qu'on vit actuellement à partir de l'annonce de la pandémie, les guerres, l'inflation et tout ça, aurait pour but, selon lui, d'appauvrir le peuple américain, de le désarmer aussi, puis de continuer à le diviser. Puis on peut penser la même chose pour la population mondiale. Et qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là? Bien, il fait une distinction importante entre le gouvernement américain qui serait l'initiateur, entre autres, de ces crises-là et le peuple américain. Le gouvernement américain qui est de mèche avec Davos. Puis là, on peut se demander si ce qui se passe en Ukraine, bon, pourquoi? C'est quoi les intérêts de faire une guerre en Ukraine? C'est quoi les intérêts pour l'OTAN d'être en guerre contre la Russie? Puis on voit peut-être venir la guerre à Taïwan. Quel rôle joue la Chine, la Russie, le gouvernement américain là-dedans? Est-ce que ce sont, comme on le pense, des représentants, quand on pense à Poutine ou Trump, par exemple, est-ce que ce sont des représentants des nationalistes contre les mondialistes ou est-ce qu'ils ont des rôles, je dirais, secondaires à la limite d'un désir de mondialisation? Du passage d'une gouvernance de pays à une gouvernance de non-élus à travers des institutions mondiales. Puis pourquoi je parle d'un rôle secondaire, c'est que peut-être qu'ils collaborent plus qu'on pense dans
dans ce scénario-là auquel on assiste? C'est une question que je me pose, tu sais. Puis le Charlie Robinson, ce qu'il dit, ben, il parle entre autres de Trump, il parle d'Elon Musk. Puis, je l'aime bien parce qu'il est nuancé, là. Il n'est pas sensationnaliste comme Infowars, par exemple. Il dit, par exemple, Elon Musk, il dit, hey, on peut se poser des questions quand même dans son implication par rapport à la censure, mais quand on sait qu'il y a un partenariat avec le gouvernement américain au sujet des satellites, par exemple, puis quand il parle de Trump, il dit, ben, je l'aime pas, ce personnage-là, mais il a aidé à dénoncer les fake news dans les médias traditionnels. C'est assez intéressant de l'entendre. Puis dans cette entrevue-là, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les médias alternatifs là, sont en train de développer des façons de faire l'information qui révolutionnent ce qu'on a connu dans le récent passé. Alors, tu as M. Gage qui travaille avec sa conjointe. Puis sa conjointe, elle prend, c'est un live, là, ça fait qu'elle prend les questions du public directement. Ça n'a rien à voir avec les conférences de presse des gouvernements, puis les journalistes qui ont de l'air à avoir des questions que ben, le public ne se poserait pas ces questions-là. En tout cas, une grande majorité de la population ne se poserait pas ces questions-là. Ça a l'air arrangé. Et je voyais aussi la bienveillance de cette conjointe qui disait, ben, si vous avez des commentaires désobligeants, on va supprimer vos commentaires, puis on va vous empêcher d'avoir accès à l'entrevue. Ça n'avait aussi rien de comparable à la censure qu'on peut vivre, à ces termes, ces étiquettes qui sont utilisées pour parler des gens qui ont une idée, un point de vue différent du gouvernement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant là-dedans? Donc, l'idée, c'était vraiment la fragilisation du peuple américain et du monde au profit de cette gouvernance mondiale. La division, j'en ai parlé un petit peu, là, le désir de maintenir cette division dans la population. Alors, j'ai vu passer une question sur Twitter, je pense, c'est comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que le gouvernement pourrait avoir des intérêts différents de la population. Ils n'arrivent pas à comprendre que les intérêts de la population, ben, ils ne les ont pas vraiment à cœur, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'on peut se poser la question, comme ça se fait que des gens instruits, intelligents, des gens de cœur, quand même, n'arrivent pas à comprendre ça. Puis je me disais, des fois, c'est dans la façon dont on pose la question. Quand on demande aux gens, ben, voyez-vous que les chefs politiques peuvent être en conflit d'intérêts? Puis bon, c'est assez facile à répondre à cette question-là, mais quand on va aussi loin que de dire, ben, êtes-vous conscient que les chefs politiques contribuent à la dépopulation? C'est quelque chose, là. Puis je me suis essayé de comprendre bon, comment se trouvent ces gens-là qui n'arrivent pas à voir ce qu'on voit, ce qu'on sait et qui n'ont pas non plus cette volonté, ce désir ou cette propension à s'ouvrir à cette possibilité. Bien, je les imagine accrochés à une falaise, puis de s'ouvrir à la possibilité qu'il y ait une volonté de gouvernance mondiale ou des populations. C'est comme si, pour eux, ça serait de lâcher prise puis de tomber dans le vide, dans le gouffre. C'est pour ça qu'ils tiennent. Ils ont eu assez peur avec l'annonce de pandémie, maintenant, la guerre. C'est comme si on ajoutait une peur immense, peur d'avoir été trompé, mais pas sur n'importe quoi, la peur d'être mené par des gens qui sont non seulement malveillants, mais machiavéliques, dans le fond, là. Puis nous, c'est comme si on les voyait, puis on savait qu'il y avait un petit palier en dessous de leurs pieds, un petit peu plus bas, là, ils ne sentent pas, mais nous, on le voit. On le voit parce qu'on le sait que quand on lâche prise, on ne meurt pas, là. On finit par découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Alors, c'est un peu l'image que j'ai et qui peut peut-être nous aider à comprendre pourquoi c'est si difficile pour eux de s'ouvrir à une perception différente, puis de comprendre que
il y a quelque chose de trop étrange dans ce qui se passe en ce moment là, pour que ça soit crédible, toute cette annonce de pandémie, ces guerres, et cette inflation, le prix du bacon et tout ça. Là. Sur un autre sujet, mais quand même toujours en lien, Marc-Alain Lavoie et le graphène. Alors, Marc-Alain, c'est un génie original qui parle de la 5G, du graphène, d'une façon tellement juste, qui nous aide à comprendre que l'installation de ces infrastructures vise à ce qu'on puisse avoir une représentation virtuelle de tous les êtres vivants, leurs déplacements, de leur interaction, et pouvoir par le fait même les surveiller, puis éventuellement les contrôler. Je sais que c'est un résumé, là, et qui peut... je ne sais pas comment dire, parce que j'ai l'impression des fois, quand on aborde ces sujets-là, il peut y avoir des réactions très de résistance. Mais bon, quand on écoute Marc-Alain, on comprend bien ça. Puis là, ce que je me disais, c'est dans un monde de conformisme, avec des gens en veston-cravate, très difficile pour eux de s'ouvrir à un être aussi brillant et original que Marc-Alain, que j'estime beaucoup, qui s'est auto-formé. C'est très difficile parce qu'on leur a dit que ce qui était crédible, c'est la cravate. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte du défi devant lequel ils se retrouvent par rapport à ce lâcher-prise nécessaire, par rapport à l'ouverture, par rapport à l'orgueil d'admettre qu'ils ont eu tort, tout ça, c'est difficile. Et c'est ce qui fait que je continue de dire qu'il ne faut pas chercher à changer les gens. Il faut tout simplement faire ce qu'une amie qui s'appelle Chantal a commencé à faire avec son groupe d'amis, qui est de dire, écoutez, si vous n'êtes pas ouvert à entendre mon opinion, oubliez-moi. J'ai rencontré des gens, c'est ce qu'elle a dit, là, j'ai rencontré des gens qui peuvent m'écouter. J'ai entendu mon ami dire que cette semaine, il a dit à ses collègues qu'il n'était pas vacciné. J'ai l'impression qu'on traverse une période de printemps, d'été, sans les masques, où c'est propice à s'affirmer, à dire les choses calmement, comme elles sont, et que cette affirmation-là peut éventuellement aider ces gens-là là, qui s'agrippent à voir plus clair, mais sans chercher à changer leur vie, là. Parce que je le dis souvent, on n'aime pas se faire dire quoi faire. C'est la même chose pour les autres. J'ai eu une petite réflexion sur les lois. Et quel effet vous pensez que les lois ont sur les gens en général? Et la réponse que vous pourrez me donner votre réponse, là, mais moi, celle qui m'est venue, c'est les lois déresponsabilisent les gens. Les gens ne se demandent plus si c'est bon ou mauvais. Ils se demandent si c'est permis ou pas. Et c'est vraiment aussi très touché de se retrouver dans une situation où même si on est une bonne personne, parce qu'on sait qu'on est altruiste, qu'on fait du bien, qu'on fait de notre mieux, mais de se retrouver face à la loi, se sentir une pas bonne citoyenne ou un pas bon citoyen parce qu'on remet en question les lois, qui, on s'en rend compte là, de plus en plus, peuvent être à l'encontre de la santé de mon enfant qui doit porter un masque, par exemple, à l'école. C'est un exemple que je donne. Des lois qui sont à l'encontre de la sécurité affective dont a besoin mon parent qui est dans... mes parents, par exemple, qui sont dans un centre pour personnes âgées. On se retrouve vraiment dans une situation très, très particulière qu'on n'a peut-être jamais vécue dans notre vie, qui est autour de la notion de désobéissance civile. C'est des grandes questions profondes. Est-ce que je suis capable de prendre une distance suffisante par rapport à ces lois-là, puis de me demander à moi, qu'est-ce qui a du bon sens? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Parce que j'ai l'impression que ça est bon pour la société aussi, pour les gens qui m'entourent, pour mes proches, pour mes amis, pour mes parents.
Alors, je ne sais pas si vous êtes confrontés à ça. Et j'ai envie de vous dire, ben, si c'est le cas, vous êtes pas fous, là. C'est vraiment là où on est poussé à aller en ce moment. C'est un peu spécial parce que c'est l'excès. Hein, il y a quelque chose d'excessif dans les décisions qui sont prises, surtout au Canada puis dans certains pays, là, et qui pousse les gens, qui les force à se poser des questions existentielles, comme celle-là. Je vais terminer avec un texte que je vous ai mis en lien dans la description de la présente vidéo qui s'intitule « L'économie du don » de Charles Eisenstein. C'est un long texte, mais je vous le résume en deux parties importantes. La première, c'est, en tout cas, l'idée générale auquel j'arrive là quand je lis son texte, c'est qu'on a là les fondations d'un nouveau système monétaire basé sur la monnaie libre, par exemple, la June. Je ne sais pas si on dit la June ou le June, qui a été traité dans une autre vidéo. Puis si vous connaissez ça et que vous avez envie de mettre des liens dans la liste des commentaires, ben, faites-le. Donc, c'est la fondation. C'est les idées philosophiques qui pourraient appuyer un nouveau système monétaire. Qu'est-ce que ça dit essentiellement? Ça dit que vous êtes unique, vous avez une personnalité, des compétences uniques et que vous pouvez offrir aux autres par un don ces compétences. Et quand vous le faites, là, si ça vous arrive de le faire, là, en partageant ce que vous connaissez ou en partageant ce que vous êtes bon à faire, en partageant un service, en faisant rire les autres, si vous avez de la facilité, par exemple, n'importe quoi, là, ce qui vous caractérise, quand vous donnez ça, vous partagez ça aux autres, bien, vous avez en retour de la gratitude, de la reconnaissance. Merci. Et cette gratitude et ce partage instaurent une relation de confiance entre nous, entre vous et les autres. Et ça fait en sorte que si ce don, c'est votre travail, ça vous donne envie de travailler, vous levez le matin, puis d'aller travailler. Puis ça fait en sorte que vous prenez conscience peut-être de ce pourquoi vous êtes sur la terre. D'orienter tout le travail autour de ce don-là, relié à qui vous êtes, ça pourrait être cette fondation. Et quand je l'ai lu, le texte, je me suis rappelé comment, quand je regarde la nature, puis vous savez comment je suis très intéressée par les leçons de la nature, je me disais, coudonc, les arbres nous donnent sans rien demander en retour, sauf le respect. Le soleil nous donne sa lumière, son énergie, sa chaleur, puis c'est un don. La pluie, quand elle tombe, elle nourrit la terre et elle nous nourrit. C'est encore un don. Puis je regardais un peu, j'observais en fait le cycle des prédateurs-proies chez les animaux. Puis c'était aussi un système de dons. Puis je me suis demandé jusqu'à quel point les humains, on était dans ce système-là où, au contraire, on était plutôt à être déconnectés. Parce que la conclusion de ce texte-là, c'est de dire qu'un nouveau système serait basé sur un soi connecté. Puis pourquoi il dit ça? C'est que lorsqu'il y a un don et que ça contribue à une forme d'échange, de partage ou d'entraide, bien, c'est très différent du système qui repose sur la dette avec l'argent comme monnaie d'échange, l'argent, les dollars. Alors, il donne l'exemple que si, par exemple, vous empruntez, quelqu'un emprunte 1 million de dollars, ce qui arrive, c'est qu'il y a quelqu'un, un individu qui utilise son clavier puis qui inscrit 1 million de dollars dans votre compte en banque. C'est aussi simple que ça. Mais après, vous devez rembourser ce million-là plus la dette. Et ça vous exige à utiliser des moyens qui peuvent vous causer du stress, par exemple. Mais ces moyens-là contribuent
comme il l'explique, à la croissance infinie et à la destruction de la terre. Alors là, je vous résume ça énormément, je suis consciente de ça, mais si ça vous intéresse, vous irez lire des bouts de ce texte-là pour comprendre que lorsqu'on a à remettre une dette, on doit travailler de plus, on doit consommer plus, on doit produire plus. Et c'est ce qui fait qu'on finit par détruire ou épuiser les ressources de la terre. Cette croissance infinie, c'est ça. Et en plus, ça fait qu'on n'est pas dans une connexion les uns envers les autres. Pourquoi? Parce que l'argent remplace tout ce qui serait l'entraide. Puis il donnait l'exemple de l'entraide qui viendrait si votre maison, par exemple, prend feu ou si elle est détruite ou s'il y a des réparations à faire, bien, c'est les assurances qui ont remplacé cette entraide-là. Un autre exemple, la garde des enfants. Les garderies, les institutions ont remplacé le fait très naturel de ce qui se passait avant, quand dans une rue, il y avait des parents qui restaient à la maison et qui pouvaient avoir un œil sur les enfants du voisinage. Les spectacles ont remplacé faire de la musique ensemble. Alors, l'idée de ce texte-là, c'était vraiment de dire qu'un système basé sur le don créait cette connexion qui est nécessaire et qui est si bonne à notre vie ensemble. Et en plus, préserver la terre. Je trouvais ça très encourageant. Puis c'est en lien avec ce que je vous dis à la fin de mes vidéos habituellement, c'est merci d'exister parce que le système là, qu'on rêve, qu'on imagine, bien, il est en train d'être créé. À travers ce qu'on fait là, j'ai l'impression qu'on s'accompagne, qu'on partage nos connaissances, nos informations, nos compétences, notre bienveillance, et que vous le faites, chacun d'entre vous, dans votre environnement immédiat. On est en train de vivre un système basé sur le don. La plupart d'entre nous, on fait ça gratuitement. Ce n'est pas de dire que l'argent, c'est mauvais, mais probablement que d'en avoir moins, puis recréer à côté une capacité de s'utiliser soi dans tout ce qui est nécessaire à la survie, autant jardiner que réparer les choses, que aider à construire, par exemple, ou soigner à partir de ce qu'on sait. Il donnait l'exemple aussi des médicaments. Autrefois, c'était nos grands-parents qui connaissaient des choses sur les plantes, par exemple, qui peuvent être utiles. Alors, j'ai l'impression qu'on le vit en ce moment, ce nouvel ère de plus humain, cette humanité renouvelée, je ne sais pas comment on l'appelle, là. On en fait partie, puis c'est tellement un privilège de participer à ça. À côté de la grande souffrance, de la destruction qu'on voit d'un système qui ne tiendra pas la route, là, éventuellement. Et ces gens-là qui s'accrochent vont accepter de décrocher le jour où ils seront touchés directement par exemple, l'effondrement de l'économie. J'aurais tant à vous dire, mais je sais que c'est mieux de ne pas faire des vidéos trop longues pour vous permettre aussi de réfléchir comme moi je le fais. Quand j'arrête, je pèse sur le bouton, c'est fini, bien, je me mets à réfléchir de nouveau à d'autres choses, comme vous le faites probablement. C'est pas mal ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, merci d'exister. Merci d'être là dans ma vie, dans la vie des autres. Puis à bientôt.